Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête à tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Comme chaque jour, de la musique, de la conversation et en sus aujourd'hui du théâtre. Pourquoi cette formulation ? Aucune idée, n'est pas dramaturge qui veut. Mon invité, lui, il est, et ce n'est pas là son activité principale, puisque depuis une petite vingtaine d'années, il propose la crème de la crème du spectacle vivant qu'il a contribué à garder vivace à grands coups de défibrillateur. Oui, il est au théâtre ce que Dr Dougie est à la médecine. La fiction en moins. Suis-je sûre aussi de cette comparaison audacieuse ? Absolument pas, mais enfin, vous avez l'idée. Il est le directeur des théâtres de la Porte Saint-Martin, du Petit Saint-Martin, des Bouffes parisiens et du Festival d'Anjou. Tout ça en étant bien plus jeune que moi. Le premier qui dit c'est pas compliqué sera châtié. Bonjour Jean-Robert Charrier. Bonjour. Et merci mille fois de prendre le temps de passer par ce studio, parce qu'en énumérant toutes ces activités, je me dis que le temps doit être une denrée rare. Ah ouais, mais j'entends pas souvent toutes ces activités mises bout à bout. Ça m'a crevé de les écouter. Non mais c'est vrai, c'est beaucoup. C'est quoi une journée type quand on y fait a tout pas, ça ? c'est ça qui est génial. Il n'y a Ouais. pas de journée type. C'est vraiment à chaque jour son lot de surprises. Notamment, Et par surprise, tu entends emmerde ou pas forcément, mais bon, c'est 3 théâtres, donc ça veut dire au moins 3 troupes en même temps, donc ça veut dire au moins, je sais pas, allez, disons une vingtaine de possibilités par jour d'avoir un problème. Ouais, de l'intérêt d'être jeune encore. De l'intérêt d'être jeune encore un peu. Ouais. Pas tant, ça va, c'est pas non plus... Oui, enfin bon, on reviendra sur ta nomination qui était quand même un truc assez exceptionnel, oui. mais enfin voilà. Mais bon. Il y a une question rituelle dans cette émission. Quelle place prend la musique dans ta vie de tous les jours ? Voilà, une place plutôt... J'écoute pas de la musique tous les jours, mais je crois que quand j'ai vraiment des angoisses ou des problèmes, c'est vraiment la musique qui est là pour me détendre. Tu veux dire qu'elle a une Pour fonction ? me calmer, ouais. Il y a une question Je crois que si j'écoute de la musique, c'est un peu comme quand les gens fument une clope. Ouais, en moins dangereux. Enfin, tout en dépend moins de ce que cancéreux, a priori. Tout dépend de ce que tu écoutes. Mais il y a une question que j'aime bien poser ici. Quand tu vas mal, est-ce que tu es du genre à écouter de la musique très triste, histoire de toucher le fond et remonter après, ou au contraire un truc un peu up-tempo pour se remettre dans un mood... Je pense que j'écoute plutôt de la musique triste. Enfin, j'écoute beaucoup d'opéra, donc... oui, donc c'est toujours un peu triste. C'est souvent un peu mélancolique, ouais. Alors, c'est pas de l'opéra que j'ai choisi pour démarrer cette émission. J'ai opté pour Voyou et sa reprise de Syracuse. Génial. C'est parti. Le score sur Radio Nova. Voyou sur Nova avec Syracuse, et je me dois de demander à mon invité si la musique lui sied. Donc Jean-Robert Charrier, c'est super. Voyou, ça va ? Pour l'instant, ça va. Ok, ça va se compliquer après. Démarrons cet entretien par l'activité la plus brûlante rapport aux planches, soit le Festival d'Anjou, dont tu es le directeur artistique depuis 2020. Ça démarre le 3 juin jusqu'au 28 à Angers, Saumur, Cholet. Parmi tes prédécesseurs à ce poste, Albert Camus, Jean-Claude Brialy, ça va, tranquillement. Quelle est toi ton histoire avec ce festival ? Je crois que je suis le 13e directeur artistique de ce festival. Et moi, mon histoire, c'est que je l'ai rencontré ce festival quand j'ai produit des spectacles qui sont passés par le Festival d'Anjou. Ouais. J'ai coproduit des spectacles avec eux. Et j'ai découvert un truc que je connaissais pas en tant que producteur, directeur et juste spectateur, c'est que il y a des endroits en France où il y a 1500 personnes qui regardent un spectacle sous la flotte, sans brancher, sans la ramener, dans le froid, dans les courants d'air, et qui restent jusqu'à la fin du spectacle pour avoir la fin de l'histoire. C'est fou. Oui, parce que... Je ne sais pas si tu as la même image, mais il y a toujours un fantasme autour des festivals de théâtre entre saltimbanque et un télo puriste à monocle. Tu vois ce que je veux dire ? Cette espèce d'image d'Épinal qui perdure malheureusement, parce que la réalité de ce festival, quelle est-elle ? Oui, on est loin de... Oui, bien sûr, je parle vraiment d'une caricature. Ouais, c'est pas une fête moyenâgeuse, mais... Non. mais non, la réalité, c'est que c'est des grands spectacles assez souvent parisiens qui viennent au mois de juin là-bas et on présente dans des grands lieux du patrimoine local des spectacles ambitieux, quoi. Donc, avec des formes très différentes. Ça va là, cette année, ça va du stand-up de Aymeric Lompré, par exemple. Je connais pas cette personne. Ah bah bien sûr, non, c'est choisi au hasard. Jusqu'à Joël Pomera qui présente la réunification des deux Corées. Le spectre est très très large.
C'est la 75e édition du festival, donc Fiesta en perspective. Je rassure les amateurs, elle aura lieu, la prog est magnifique, mais je suis obligée de démarrer par un mais. Le festival, comme d'autres dans la région, Premier Plan par exemple, s'est vu retirer des subventions de la région des Pays de la Loire et de la ville d'Angers. Comment on se débrouille dans des conditions pareilles? Oui, je préciserai comme d'autres dans les régions, parce que c'est malheureusement, elle pourrait avoir lancé une mode, cette chère patronne de la région des Pays de la Loire. Christelle Morancé, pour pas la citer. Ouais. Et c'est marrant parce que j'avais oublié ce nom. Pardon. Je l'ai énormément dit pendant des semaines. Et là, mais je te remercie de me le rappeler. Donc oui, comment on fait là? En l'occurrence, on a la chance que le Festival d'Anjou soit une institution vraiment extrêmement ancrée dans le cœur et les générations d'Angevins. Donc comme ça fait 75 ans qu'ils sont là. C'est vraiment c'est tellement important qu'il y a eu c'est assez beau de voir ça, mais il y a eu vraiment une levée de fonds qui a très bien fonctionné auprès des entreprises et des partenaires privés. Donc on a un peu compensé les retraits absurdes de subventions par des apports privés. Mais bon, c'est pas du tout une solution parce que malheureusement, s'il y avait une politique culturelle réelle en France, et si les tutelles suivaient plus correctement ce genre de festival, on pourrait vraiment faire des choses plus ambitieuses. Avec les partenaires privés, c'est merveilleux et on les remercie qu'ils soient là, mais on est contraint à des formes plus classiques. C'est pas aux partenaires privés, par exemple, de payer pour développer l'émergence, pour développer des choses qui doivent être des politiques publiques. Alors, d'ambition, tu parlais, ambition il y a, la programmation est hyper impressionnante et éclectique. De la Serva Amorosa de Goldoni, mise en scène par Catherine Yegel avec Isabelle Carré, au Cercle des poètes disparus de Tom Schulman, mise en scène Thomas Oliveres avec Stéphane Fraisse, il y a aussi Les Serges avec la troupe de la Comédie Française, Ça va de Camille Chamou, Art de Yasmina Reza, mis en scène par François Morel, ou encore YOLO, tu le disais, le spectacle d'Aymeric Lompré, le tout mis en scène par Pierre-Emmanuel Barré. C'est une liste non exhaustive, je précise. Comment est-ce qu'on aboutit à un programme pareil ? Cette année, plus que tout autre, ça a été très compliqué parce que j'avais pris de l'avance, comme je savais que j'allais prendre la direction des Bouffes Parisiens et que ça allait faire un petit choc dans mon planning. J'avais pris de l'avance et donc à l'automne, j'avais quasiment tout bouclé sur les sites habituels du Festival d'Anjou. Et en fait, quand on a appris pour les baisses de subventions, enfin les suppressions de subventions, on a été obligé de de faire table rase de tout, puisqu'on a perdu, à cause de ces baisses, on a perdu 2 lieux importants du festival. Donc non, c'est hyper compliqué parce que cette année, plus que les autres, on a mis 90% de la programmation au Château du Plessis-Massé, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est un lieu extérieur avec un gradin de 1500 places, donc c'est très grand, avec une très grande scène, avec une présence importante de ce château pendant le spectacle, et donc un lieu absolument merveilleux, mais pas simple à programmer parce que il faut que les spectacles réussissent à exister devant ce château immense et voilà, et donc on peut pas avoir de forme tellement intime. Donc j'étais un peu contraint à des formes larges, à des formes ouvertes de théâtre, quoi. C'est pour ça que là dans la programmation il y a beaucoup de grands spectacles, notamment des spectacles de troupe avec la Serva Amorosa, avec le Jeu de l'amour et du hasard. Mais en fait, de la contrainte naît toujours une chose positive finalement. On continue de parler de cette programmation dans un instant. On écoutera aussi Anne Peebles et tout ça, ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Anne Peebles sur Nova, I Can't Stand the Rain, et toujours en compagnie de Jean-Robert Charrier. On parlait du Festival d'Anjou qui se déroulera du 3 au 28 juin à Angers, Saumur, Cholet. On parlait de la programmation. Autre événement, 8 soirs par semaine avec Camille Chamou, Léopoldine HH et Vincent de Dienne. C'est un spectacle, si j'ai bien compris, qui est né d'une correspondance. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre sur scène ? Mais pardon, mais là je reviens quand même sur I Can't Stand the Rain parce que c'est quand même... C'est quand même bon. J'ai pas osé te poser la question. Cette version est pas mal, mais enfin, c'est quand même difficile de passer après Tina Turner.
qui fait partie okay, de mes... Sur un truc d'expert, alors. Ramasse-toi avec ton petit choix musical. Non, mais c'est vrai. J'avais fait l'impasse comme ça en me disant bon, retournons sur le festival. Écoute la version Tina Turner et puis tu arrêteras de programmer ces reprises absurdes. Ce qu'on appelle se faire fesser littéralement dans sa propre émission. Je repose ma question. Pardon. Oui, alors c'est assez génial le spectacle de Vincent, Camille et Léopoldine. Vincent a été convié à une carte blanche au Théâtre National de Lorient l'année dernière. Ils se sont appelés, ça devait être, il a dû savoir ça à peu près, 3-4 mois avant que la carte blanche ait lieu. Donc dans la grande salle du Théâtre de Lorient, et il a appelé Camille et Léopoldine, et il a eu cette idée, il leur a dit j'ai une carte blanche, venez, on bosse, j'ai une idée, on va partir d'une correspondance qu'on a avec Camille, et puis on va bosser ça et on va présenter ça à Lorient, je sais plus quelle date. Et puis, bien sûr, leur planning étant ce qu'il est, le temps a passé, le temps a passé, et ils se sont retrouvés le jour du départ en train, sans avoir la moindre idée de ce qu'ils allaient faire, très bien. Sans avoir absolument fait quoi que ce soit. Et donc, ils ont tous les trois pris le train entre Paris et Lorient, et ce spectacle s'est écrit entre Paris et Lorient. Ils sont arrivés un peu penauds dans la grande salle du Théâtre National de Lorient, et il s'est passé un espèce de petit miracle. Tout le monde était debout à la fin, et ils ont vécu de l'intérieur un truc génial. Les spectateurs étaient trop contents, et parce que je crois qu'en fait, encore une fois, de cette grosse contrainte évidente de devoir créer un spectacle très 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 rapidement. Est né un truc d'une grande fraîcheur, quoi, et puis ils ont raconté de façon très très simple et très joyeuse leur quotidien en tournée, tous les deux, parce qu'ils étaient tous les deux en même temps en tournée dans des salles en scène, donc un peu esselés pendant les grèves. Il y avait des grosses grèves de transport ou je sais pas quoi, et donc c'est très marrant, et ça s'est tellement bien passé qu'ils ont décidé de faire quelques dates de tournée, quelques rares dates de tournée, et donc le festival d'Anjou ça sera juste la deuxième fois qu'ils jouent ce spectacle. Trop bien, donc ça fait hyper envie. Très marrant, ouais. Je viens de recevoir un mail d'auditeur faux. Je suis allée sur Wikipédia, comme je suis très rancunière. L'original est Dan Peebles sur I Can't Stand the Rain. Mais non. Oui, bien sûr. Ah bon? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Eh ben, pour une fois, la reprise de Tina Turner est meilleure que... Ça, tu peux le dire. Si je peux partir si vous voulez aussi. Oh non, vraiment pas. Je pense qu'on est parti sur de bonnes bases. Cette émission va être chaleureuse, sympa. Passons au théâtre de la Porte Saint-Martin, si tu le veux bien, du Petit Saint-Martin et des Bouffes parisiens, puisque tu les diriges tous les trois. Tu fais partie des gens qui ont largement contribué à casser des cloisons ou construire des ponts, c'est selon, entre public et privé, et changer une image parfois un peu corsetée du théâtre. Est-ce que, à ton avis, on a un peu tendance, de temps en temps, à négliger l'idée de plaisir quand on parle de théâtre? Tu vois ce que je veux dire? Pour tourner les choses autrement, moi, à chaque fois que je suis venue au Petit Saint-Martin et au théâtre de la Porte Saint-Martin, au-delà de l'exigence des spectacles, il y avait un truc de pur plaisir qui transpirait de partout. Je pense que c'est un peu ce qui m'habite vraiment comme programmateur et comme producteur, quoi. Pour le coup, moi je me suis jamais dit tiens, je vais prendre un porte-étendard et je vais avancer fièrement devant le théâtre privé avec comme mission divine de rapprocher le public et le privé. Je m'en suis toujours un peu foutu, disons, de ce rapprochement public-privé, parce que je me suis toujours dit que ça n'avait aucun sens, quoi. Au contraire, c'est très bien que les deux opposés pas se combattent, mais enfin, moi je trouve ça très sain qu'il y ait des grosses différences entre le théâtre public et le théâtre privé. Et pour rebondir sur ce que tu dis sur le plaisir, oui, je pense que en fait la seule ligne, la seule direction qu'on doit observer, c'est celle du plaisir du spectateur, et c'est celle de ce qui se passe quand on voit un spectacle. Donc on s'en fout complètement qu'il soit du théâtre public ou du théâtre privé. Il faut juste que ce soit beau à voir et joyeux, effectivement. On marque une nouvelle pause musicale. Tu me contrediras évidemment après le titre sur tout ce que je vais annoncer. Malik Judy, on écoute Exit. Le score
avec Charline Roux. Malik Djoudi sur Nova Exit. Est-ce que Jean-Robert Charrier a une analyse à nous partager sur Malik Djoudi, une anecdote, non, c'est super. Une reprise, peut-être qui serait mieux que cette version originale. Non, c'est bien, c'est pas mal. Je le rappelle, tu es donc directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin, du Petit Saint-Martin des Bouffes parisiens. J'ouvre les guillemets, un accoucheur d'idées, selon les termes de Vanity Fair, et ça me semble être une bonne définition. Est-ce qu'elle te va ? Ah ouais. Oui, super. Bah oui, c'est le mieux dans ce métier. C'est le pouvoir le plus merveilleux, c'est d'accoucher les idées, c'est d'être chez soi tranquillement en train de lire une pièce et d'avoir le pouvoir de décider qu'elle serait montée, qu'elle serait représentée sur un plateau. C'est abyssal comme pouvoir, c'est génial. Est-ce que dans ta manière de concevoir la programmation, il y a peut-être aussi quelque chose de l'héritage de l'adage de Laurent Terzieff, le théâtre n'est pas ceci ou cela, mais ceci et cela? Bah oui, enfin, en tout cas, modestement et humblement, j'essaye de suivre ce que Terzieff disait, puisque c'est mon idole absolue, que je l'ai rencontré quand je démarrais, enfin quand je l'ai rencontré, j'étais encore serveur au Quick Place de Clichy, et je me battais pour essayer de faire autre chose, et ensuite, quand je suis rentré à la Porte Saint-Martin, donc pour déchirer les billets, je l'ai assez rapidement rencontré, vraiment, voilà, pas que sur scène. Et on a passé peu de temps ensemble, mais le peu de phrases qu'il me médite, je m'en souviendrai toute ma vie, quoi. Et ça m'habitera en tant que directeur toute ma vie, c'est sûr. Tu parlais d'expériences collectives assez dingues à propos du Festival d'Anjou. Le théâtre de la Porte Saint-Martin, c'est 1000 places. Le Petit Saint-Martin, 200. Les Bouffes parisiens, 600. Donc, à minima, 1800 personnes à contenter quotidiennement. Est-ce que ça donne des petites suées ? Je suis vraiment venu pour que tu m'angoisses, en fait. Pour que tu me rappelles... Et alors, déjà, c'est moi, je trouve ça hallucinant. Ouais, c'est affreux. C'est 1850 déjà, pour être précis, car il y a 1050 places à la Porte Saint-Martin. Prends-les, les 50. C'est cadeau. Oui, non, c'est affreux. Dit comme ça, c'est... Oui, mais c'est rempli. Bah, déjà, pas toujours. Il faut arrêter de rouler des mécaniques. Et tout le monde dit que son théâtre est plein, mais c'est pas vrai. Il y a des moments... Là, en ce moment, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est hyper dur. Les gens sont contents de venir, mais c'est pas plein du tout parce que les ponts du mois de mai, parce que le beau temps, parce que plein de raisons sûrement, mais non. Et quand il y a on est quand même très très dépendant de ce qui se passe, de la politique, des événements, de la météo, des ponts, de machin. Et donc quand on a 3 théâtres et que on est dépendant dans les 3 théâtres des mêmes facteurs extérieurs, c'est hyper dur, quoi, parce que quand ça marche nulle part, on perd énormément d'argent très vite. Est-ce que tu veilles dans ta programmation à ce que justement il y ait des échos entre les pièces et l'actu ? Ou est-ce que c'est impossible à mettre en œuvre ? Non. Je me suis posé la question parce que par exemple est programmé Julie Berès avec le spectacle La Tendresse, avec un sujet qui est très très actuel. Ouais, mais c'est un hasard total. Enfin, je veux dire, c'est que elle ait traité ce sujet-là. Je sais pas si des nouvelles masculinités, la virilité, etc. Et c'est un spectacle absolument sublime. C'est un des rares spectacles où les spectateurs sont systématiquement debout à la fin. C'est très beau à voir, et de toute génération. Mais non, moi je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas. Non, ça me semble compliqué. Après, non, je crois pas. Non, suivre l'actualité, non, c'est un hasard. Il faut juste que les spectacles soient ambitieux, parlent aux gens, mais pas forcément en suivant l'actualité, non. La programmation, c'est parfois, j'imagine, une affaire de paris. Est-ce que tu es joueur ou est-ce que les paris sont justement précisément toujours très mesurés ? Non, franchement, oui, je suis joueur et le fait d'avoir là maintenant 3 salles, ça, j'avoue que c'est assez lourd à apporter parce que j'ai pas envie de ne plus jouer. Et en même temps, le fait d'avoir que des spectacles un peu complexes à produire dans toutes les salles, c'est pas facile parce que pour un Moguise en ce moment au Petit Saint-Martin qui remplit tout seul et qui cartonne, j'ai... Qui est un pari Moguise pour le coup, parce au départ, il n'était pas monté sur scène. Oui, c'est un pari artistique parce qu'on savait pas ce que ça allait donner, mais sur la fréquentation de la salle, on était un peu détendu.
Donc pour un Mogies, il y a 3 mises en scène d'Alain Françon que je produis en même temps, une reprise d'une comédie musicale très lourde de l'opéra comique, La petite boutique des horreurs, des spectacles de Joël Pomera qui devraient revenir aussi. Enfin, il y a énormément de choses de Paris, quoi. Et même si c'est des metteurs en scène majeurs, même si c'est des gens identifiés, tout ça, c'est toujours très compliqué à reprendre dans le théâtre privé parce que c'est des spectacles très chers et que à chaque fois c'est un pari. Parce qu'il faut vraiment que la salle soit, pour le coup, il faut vraiment que la salle soit pleine pour que ce soit rentable et qu'on puisse continuer ces aventures-là. Voilà. On poursuit la conversation juste après Air et Kelly Watch the Stars. Le score sur Radio Nova. Air sur Nova, Kelly Watch the Stars, un titre que je soumets immédiatement à Jean-Robert Charrier. Je vais avoir une réputation de... Non, c'est dans la tradition. Je soumets les titres aux invités, mais comme là, si tu veux, la seule fois où je ne l'ai pas fait, je me suis fait fesser. Bah oui, j'étais déçu, moi je m'attendais à être interpellé. Bah c'est pour ça, voilà, j'interpelle. C'est super. L'exigence est-elle l'ennemi du succès ? Vous avez 1 heure. Oh bah non, surtout pas. Non, quelle horreur. Ouais. Mais bon, on pourrait se demander. Parce qu'il y a quand même un paquet de spectacles qui cartonnent et dont on se dit qu'ils ne sont pas tellement exigeants. Par charité, nous ne citerons pas de nom. Bien sûr que non. Je note cependant que dans la galaxie Jean-Robert Charrier, il y a des metteurs en scène et des metteuses en scène récurrents. Catherine Yegel, Alain Françon, Joël Pomera, Michel Faux. Oui, mais pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'adore, c'est complètement débile de dire ça, mais la fidélité est quelque chose qui, dans toute ma vie, me porte énormément. Que je trouve que les compagnonnages sur le long terme, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Que de monter un premier spectacle, c'est formidable, mais monter un 4e, un 5e, un 6e spectacle avec un metteur en scène, ça... C'est comme dans un couple, je veux dire, c'est tout est, on se connaît de mieux en mieux, tout est de plus en plus facile, tout est de plus en plus fort, le superflu s'en va et il y a plus que le travail sur le spectacle, quoi. C'est assez merveilleux et puis je sais pas, c'est vrai que j'ai l'impression que mes confrères se bousculent pas au portillon pour faire travailler ces gens-là. Donc, en tout cas, dans le privé, il n'y a pas tellement de gens qui leur proposent des choses. Donc, c'est super parce que moi, je trouve que c'est les meilleurs. Donc, je m'éclate complètement à travailler avec eux. Et je me fous complètement de leur âge et du fait que ce soit des personnes qui travaillent depuis très longtemps et que ils aient tous un peu aux alentours entre 60 et 80 parce qu'ils sont d'une jeunesse éternelle et fascinante. Je parle de galaxie te concernant, mais pas de chapelle, parce que j'ai vraiment l'impression que tu es un homme sans chapelle. Sans... Bah oui, on s'en fout, franchement. C'est vraiment... Parce que si j'avais si j'avais une chapelle, je pourrais pas faire Mogies, je veux dire, ce serait complètement débile de passer à côté de ça, parce que c'est différent, bien sûr, les spectacles d'Alain Françon et Joël Pomera, ça c'est sûr, mais c'est merveilleux, je veux dire, il y a un truc qui touche à la grâce de voir un jeune type qui sort de chez lui à Montpellier, qui est jamais monté sur un plateau et qui tout d'un coup découvre ce que c'est qu'un spectateur, découvre ce que c'est que d'être en public, découvre ce que c'est que de vivre à Paris. Enfin, c'est fascinant. Moi, je suis le plus possible quand on les voit, quand je le vois, Thibaut, parce qu'il s'appelle Thibaut, je trouve ça merveilleux d'assister à ça. C'est une fraîcheur folle dans ma vie de voir un type éclore. Voilà, à côté de tous ceux qui font ça un peu comme des fonctionnaires depuis 20 ans. Mogies à réécouter en podcast dans le score, où c'était la publicité qui parle. Pendant très longtemps, on a parlé de renouveler le public du théâtre comme d'un enjeu, mais je sais que se posait aussi pendant un moment la question du vivier d'acteurs et d'actrices au théâtre. Et j'ai l'impression, alors je ne suis pas experte, mais tu me diras, qu'il y a de nouveaux noms qui émergent et qui deviennent très rapidement des stars sur lesquelles on peut monter aussi des spectacles. C'est le cas ou pas du tout ?
Ah, c'est affreux parce que toutes tes questions me donnent envie de disserter pendant 1h30. Mais je t'en prie, vas-y. Non, mais attends, déjà, la première partie de ta question sur le renouvellement des publics, moi, c'est un truc que c'est un peu... Et en fait, tu sais jamais si tu vas renouveler un public, tu sais jamais si un spectacle va attirer des nouvelles personnes. Et quand tu constates qu'un spectacle attire des nouvelles personnes, tu regardes un peu pourquoi, comment et tout ça, les typologies de spectateurs et de spectacles. Et moi, je me suis rendu compte en fait qu'on avait énormément rajeuni notre public quand on a opéré le virage de programmation, quand on était allé chercher des spectacles beaucoup plus exigeants que ceux qu'on faisait à l'époque. Et donc ça m'a énormément rassuré. C'est-à-dire que, en fait, les jeunes, si c'est pour avoir des spectacles à la papa bourgeois sans intérêt devant eux, ils sortent pas de chez eux, ils restent, ils ont suffisamment de contenus digitaux et de médias nouveaux pour rester chez eux. Donc ils font le déplacement uniquement s'il y a vraiment un travail sur la forme notamment qui est exigeant et important. Donc bon, c'était une parenthèse. Déjà c'est rassurant de se dire que les nouveaux publics sont des publics plus exigeants. Et je vais te couper pour faire un teasing. Maintenant, quand on va parler du renouvellement des comédiens, mais ce sera juste après la pub. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Jean-Robert Charrier, nous parlions renouvellement de spectateurs. Et j'ai laissé en énorme teasing le renouvellement des comédiens et comédiennes de théâtre. Je pense que les gens sont suspendus. Alors là, écoute. Je reçois énormément de mails. Les gens me disent quelle est la réponse, quelle est la réponse, quelle est la réponse. Bien sûr, une réponse. Donc, le renouvellement ça c'est l'angoisse. Le renouvellement des comédiens. Moi, ça me fait hyper peur, quand franchement. tu programmes, par exemple, Les Idoles de Christophe Honoré, avec Julien Honoré, Marlène Saldana, Harrison Arevalo, Jean-Charles Cliché, Marina Foïs et Paul Kircher, c'est quand même quelque chose en matière de casting. Oui. Mais là, tu cites des acteurs du théâtre public qu'il faut pas convaincre du fait que c'est important de faire du théâtre, quoi. Enfin, je veux dire, ils le font à longueur d'année, quoi. Même s'ils tournent aussi, mais je veux dire, dans la jeune génération d'acteurs et d'actrices connus et qui peuvent potentiellement, sur leur nom, attirer des gens, il y en a extrêmement peu qui font du théâtre. Le cinéma, les plateformes, les séries sont devenus vraiment le quotidien de ces acteurs et de ces actrices et quand tu regardes les gens connus qui font du théâtre dans la jeune génération, c'est affreux, quoi. Ça fait très peur. Il y en a très très peu. En vrai, actuellement, le seul acteur populaire jeune qui remplit des théâtres privés ou publics, c'est Vincent De Dienne. À part lui, qui réussit sur son nom à remplir des spectacles de Marivaux, de La Biche, de Lagarce et des seuls en scène plus avec des publics peut-être plus larges, il n'y en a pas d'autres de cette génération-là. Il y en aurait certainement plein d'autres. Je veux dire, si Pierre Ninet ou Jonathan Cohen venaient au théâtre, ça serait. Revenez en l'occurrence, parce que. Oui, revenez, mais bon, sûr. Ça fait quand même très longtemps qu'ils n'ont pas fait ni l'un ni l'autre. En tout cas, dans des exploitations un peu longues et populaires. Oui, par exemple, toi, tu as programmé Vassili Schneider, dernier Molière de la Révélation, oui. sur un seul en scène. Mais est-ce que Vassili Schneider, il va déclencher, est-ce que ça va lui déclencher une carrière théâtrale? J'en sais rien, je lui souhaite, je nous le souhaite, mais on n'en sait rien. C'est un tel engagement, je veux dire, Vassili Schneider, il va avoir 1000 propositions de cinéma, est-ce qu'il va avoir envie de faire des grandes tournées de spectacles de théâtre? J'en suis pas sûr. Alors, comme j'ai un parti pris dans cette émission qui est ni queue ni tête, vraiment sans transition aucune, je propose que nous fassions un saut dans le temps. Nous sommes donc désormais le 29 mai 2017 aux Folies Bergères. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être court. Je remercie Jean-Robert Charrier, qui est un directeur de théâtre formidable, qui a une ambition... Il m'a beaucoup touché. En l'espace d'une année, il aura monté 2 Molières. Il accueille en ce moment le
très merveilleux Cendrillon. Donc je le félicite pour ça. Voilà, ceci est le discours de Jean-Pierre Bacry, récompensé du Molière du comédien du théâtre privé pour son rôle dans Les Femmes savantes, mise en scène de Catherine Yegel. C'était au théâtre de la Porte Saint-Martin. Je me suis dit que c'était un bon résumé de la conversation qu'on vient d'avoir. Bah non, c'est... Et c'est pas que pour te flatter, parce que j'étais très désagréable au cours de cette interview. Mais c'est pour t'excuser. Non, bah, c'est fou. Oui, c'est peut-être pour ça que je passe pas mes années à faire du lobbying pour avoir des Molières à la Porte Saint-Martin, parce que c'est en vrai, ce discours, c'est un Molière, un Oscar et un César en même temps, quoi. C'est vraiment... C'était fou de travailler avec lui, c'était fou de le connaître, c'était fou de l'entendre dire des choses gentilles comme ça à mon sujet, et c'est un acteur qui manque énormément, et au théâtre et au cinéma, évidemment. Si je te demande le fantasme de théâtre encore non réalisé, que ce soit pièce, mise en scène, comédienne, comédien? J'ai jamais eu de... Enfin, c'est bête, mais j'ai jamais eu de fantasme. Je crois pas. J'ai des pièces de répertoire qui m'habitent. J'ai certaines pièces que j'ai vraiment envie de monter, que j'imagine, que je pense que je prendrai pas ma retraite tant que je les aurais pas montées. Mais je sais pas, le fantasme, il y a une... En fait, le fantasme, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui existe pour continuer à avancer. C'est quelque chose qui se réalise jamais, quoi. Le fantasme, c'est un truc qui te dynamise, c'est une espèce de carotte pour avancer, mais ça se réalise jamais. Donc, j'ai pas envie que mes rêves soient des fantasmes, parce que j'ai envie de les réaliser, quoi. Donc, c'est peut-être pas clair ce que je dis, mais... Si, c'est limpide. Mais voilà, donc, oui. Par exemple, je rêve de programmer dans le théâtre privé le répertoire de Tchekhov, dans des versions un peu larges. Je rêve de faire des grands spectacles de Tchekhov à la Porte Saint-Martin, parce que je pense que je suis intimement convaincu, et je le sais, que c'est un auteur éminemment populaire, que ça doit pas faire peur, que ça doit être monté, que ça doit être pris en main par les metteurs en scène, pas que dans le théâtre public, dans des versions souvent un petit peu trop intello. Je pense que c'est vraiment un auteur majeur et très populaire, donc j'adorerais faire ça, mais je veux pas que ça soit un fantasme, je veux que ça soit je veux que ça se réalise, mais je vais finir par y arriver d'ailleurs. Dernière pause musicale avant de te laisser la main, puisque c'est toi qui choisiras la musique de la dernière demi-heure de l'émission. Oui, je ne t'avais pas prévenu. Oula. On écoute Beyrouth avec Santa Fe. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Beyrouth sur Nova avec Santa Fe, et je n'ose plus demander à mon invité un avis sur la musique ou pas. Jean-Robert Charrier. C'était super. J'ai découvert quelque chose. Bon, très bien. Avant de se quitter, il existe 2 formalités. La programmation de la dernière demi-heure en matière de musique. On écoutera tes choix dans un instant. Et juste avant, une rafale de questions précisément sur la musique. L'idée, c'est de répondre du tac au tac. Et moi, je n'ai pas le droit de te demander de justifier tes réponses. Ok. J'ai pas le droit de te juger. Ok. Est-ce que tu me crois mais quand je dis ça? Mais tu vas le faire avec tes sourcils, malheureusement. Oui, parce qu'il prouve que je n'ai pas de botox. Mes sourcils sont réactifs. C'est vrai qu'ils sont très mobiles. J'ai jamais vu des sourcils aussi mobiles. Ouais. Ouais. C'est vraiment ma qualité première. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Oui. C'est parti. Quel est le titre qui symbolise le mieux l'enfance, ou en tout cas la tienne? Morane. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est le truc que j'ai le plus écouté quand j'étais petit. Morane. Morane la chanteuse? Ouais, Morane la chanteuse. J'adore. C'est un peu ringard, mais, non, mais j'adore. La voix sublimissime. Enfin, c'est vraiment ma voix de l'enfance, quoi. Morane. Et la voix de l'adolescence, la chanson d'adolescence? C'est affreux, mais à l'adolescence, j'écoutais que de l'opéra. Donc, c'est pas affreux. Mais Cécilia Bartoli, j'ai écouté énormément Cécilia Bartoli depuis toujours. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists? Amanda Lear, je sais pas, Fashion Pack. Très bien. Ton hit de karaoké? Je déteste le karaoké. Alors, qu'est-ce que tu chantes sous la douche? J'ai une question pour tout. Je chante tout le temps, je connais par cœur Proud Mary. De Tina Turner. Bien sûr, de Tina Turner. On écoutera dans un instant. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse? C'est affreux, la honte. Non, pas la honte, non.
Non. Amanda Lear. Très bien. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir? Je connais rien en rap. Et Ça me va. Ta chanson de comédie musicale préférée? Mince. Comment ça s'appelle déjà? Funny Girl, la grande chanson de Funny Girl que j'ai vue là avec Léa Michel, c'était génial. Funny Girl, comment ça s'appelle déjà? Don't Rain on My Parade. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours? Je sais pas le dire, c'est un truc japonais que j'en sais rien. Alors, franchement, je sais pas. C'est super, mais. Très bien. Mais je sais pas comment ça s'appelle. Très bien. Et catégorie pénible, la chanson dont t'as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête. Là, en ce moment, j'ai tout le temps en tête le duo Dua Lipa et le chanteur anglais, là. Le chanteur anglais. Elton John. Très bien. Le chanteur duo, anglais, Elton John. Ouais, ok. Bah si, c'est lui, le chanteur anglais. Ils ont chanté une chanson tous les deux. Et c'est insupportable, cette chanson. On l'a en tête en permanence. Voilà, avis aux amateurs de Dua Lipa. On vous embrasse. Je rappelle donc que le Festival d'Anjou, c'est du 3 au 28 juin à Angers, Saumur, Cholet. Je voulais annoncer aussi, parce qu'on a parlé de chansons préférées de comédie musicale, qu'à la rentrée, il y a une comédie musicale qui est programmée au Théâtre de la Porte Saint-Martin, signée Valérie Le Sort, Christian Eck. Qui est génial, La Petite Boutique des Horreurs, qui se joue encore à Broadway d'ailleurs. Ça faisait longtemps que tu avais envie de comédie musicale. Ouais, mais je voulais, comme j'y connais pas grand chose en vrai, je voulais vraiment un spectacle qui soit fou et j'ai vu les deux versions. J'ai vu la version Broadway et la version Valérie Le Sort et Christian Eck, et la version Valérie Le Sort et Christian Eck, elle est démentielle, elle est magnifique. C'est vraiment un immense spectacle. C'est trop beau. Et alors, autre motif de hype, en tout cas très personnel, à partir du 24 septembre au Bouffe Parisien, la séparation de Claude Simon, prix Nobel de littérature, mise en scène d'Alain Françon avec Catherine Hiegel, Léa Drucker, Catherine Ferrand, Pierre-François Garel et Jean-Claude Durand. Ouais. Je fais un cœur avec les doigts par avance. Ah ouais, ça me hype de fou. Ouais, c'est tout. Voilà. Si ça te hype, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai bon goût déjà, ce serait sympathique. Je suis d'accord. Puisqu'on parle de bon goût, on va passer à ta playlist. Allez. Pour démarrer, tu as choisi Césaria Evora avec Sodade. Pourquoi Césaria Evora en quelques mots? C'est vraiment pareil, c'est un peu comme Morane, c'est l'enfance, c'est ces voix qui sont qui vous transpercent, c'est sublime quoi. C'est vraiment Césaria Evora, c'est un monument quoi. C'est incroyable de chanter comme ça. Le score sur Radio Nova. Métronomie pour clore le score dédié à Jean-Robert Charrier. Merci mille fois d'être passé par ce studio. Non, c'est toi, merci Jean. On va pas commencer à s'embrouiller en fin d'émission, c'est pas possible, quoi. Ah là là, bon. Voilà. C'était super, merci. Non, c'est toi, c'était super. Merci beaucoup. Il est 20h, tout de suite, le retour du Grand Mix sur Nova. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.